Bienvenue sur InfoRC. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers du dessin. Direction la médiathèque intercommunale Jean Ferrat d'Aubenas. Des 5e du collège de Jastres rencontrent un artiste de la plume. Mosaïque. Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale. S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, plonger dans les influences. Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble. Mosaïque. Bon, donc bonjour tout le monde déjà pour commencer. Je suis très content de vous rencontrer, je suis content d'être là. Donc moi je suis arrivé hier. Moi je suis Fabien Dalmasso, je suis auteur de bande dessinée et de manga depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est mon métier principal, j'ai envie. Il m'arrive ceci étant de faire d'autres boulots à côté puisque la BD c'est exigeant, c'est parfois un peu crevant et des fois on n'a plus d'idées. Donc entre deux je fais un peu autre chose. Donc ça vous surprendra peut-être, mais en fait mon second travail c'est être professeur en collège. Oh, tout le monde le sait déjà. Bon, je vois que ça a été anticipé. Donc bon d'accord, ok c'est bon. Non mais si vous me cassez mes effets d'annonce, ça marche plus là. Ok donc voilà, donc je suis aussi prof de SVT à côté, voilà, bon c'est bon, ok. Je suis né en 1980, j'ai 43 ans, donc j'ai accompagné quasiment toute la vague du manga en France depuis son arrivée. J'étais juste un petit peu pas encore né pour les tout premiers mangas qui sont arrivés, enfin les tout premiers animés dès l'époque Albator, Capitaine Flamme et compagnie des années 60, fin des années 70. Mais par contre, j'ai pris toute la vague fin des années 80, le Club Dorothée, l'arrivée de l'animation, les premiers mangas sur papier, les Akira, les Dragon Ball, et puis ensuite le creux des années 2000 et le gros redémarrage qui a suivi, qui fait qu'aujourd'hui vous avez des Naruto, des One Piece, etc. et toute la vague de mangas que vous avez en France. Donc globalement, je suis un peu comme la plupart des auteurs de mon âge, le témoin de cette arrivée et de ce changement de culture qu'on a eu en France. Donc c'est cool de pouvoir venir après en parler un petit peu avec vous et puis voir un peu comment vous l'abordez, les questions que vous pouvez vous poser. Sachant qu'en plus de ça, j'ai aussi fait partie de la génération de ceux qui ont grandi avec la BD, puis qui ont grandi avec le manga et qui sont aujourd'hui à l'interface, on va dire, entre ces deux univers. Et les quelques rares auteurs qu'on ait en France à pouvoir commencer à faire du manga sur papier. Alors, j'appartiens pas à ceux qui ont eu le plus de succès. Je suis pas non plus un auteur, sinon il y aurait une horde de fans devant, ils sont pas là, vous voyez. Donc je suis pas non plus l'auteur le plus célèbre du monde, mais par contre, j'ai quand même quelques années de métier, j'ai quand même quelques succès à mon actif, et puis je fais partie quand même de ceux qui sont finalement pas si nombreux à pouvoir vivre de ce métier-là, ce qui est quand même déjà parfois assez compliqué. Voilà. Vous avez déjà un petit peu vu ce que j'avais fait comme bouquin du coup, ou pas? Ouais, si déjà. Bon, ils sont remis ici s'il y a besoin. Voilà, donc je pense qu'après pour la suite, on va passer sur vos questions, comme ça je pense qu'on fera le tour des choses. Entre ce que vous avez à demander, ce que j'ai à vous dire, et puis si à la fin il manque des trucs, on verra pour compléter. Voilà. Puis s'il y a une question qui vous vient, qui n'est pas forcément dans ce que vous avez anticipé, on peut aussi y répondre, évidemment, il n'y a pas de problème. Ça vous va? Allez, à vous de jouer. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main, qui veut se lancer ou quoi, et voilà, allons-y, c'est parti. Comment avez-vous appris à faire des BD? Alors j'ai appris tout seul. J'ai pas fait d'école, par exemple, pour être entièrement précis, j'ai fait 6 mois d'école de dessin quand j'avais environ 20 ans. Donc j'ai appris quelques petits trucs, mais c'est pas ça qui a fait le gros de mon travail. En fait, moi je lis des BD depuis aussi loin que je m'en souvienne en fait. Je dis BD parce que BD ça englobe tout ce qui est dessin avec des cases et des personnages dedans qui racontent des histoires. Bon, techniquement le manga c'est de la BD japonaise, donc je généralise un peu. Mais par contre, c'est que j'ai grandi avec la BD franco-belge. Mais mon père et ensuite, quand mes parents ont divorcé, mon beau-père étaient tous les deux des gros fans de bande dessinée, donc il y en avait plein à la maison. D'abord des Gaston, des Boulet Bill, des Astérix, des trucs comme ça, puis des BD un peu plus adultes comme Torgal. Donc j'ai baigné dans la BD tout le temps. Donc j'ai toujours dessiné aussi loin que je me souvienne, mon plus vieux souvenir de dessin, pour te dire, c'est être en grande section de maternelle et de faire le compte rendu d'une sortie aux zoo. Tu vois, ça remonte à là. C'est le plus vieux truc que j'ai en tête. Et j'ai fait des histoires très très vite en fait. Donc j'ai dessiné, reproduit très longtemps. Le manga est arrivé. Donc là, il a été temps de commencer à enregistrer les Dragon Ball sur cassette vidéo à l'époque et puis mettre sur pause pour commencer à reproduire les dessins. Puis les cartes de collection sont arrivées, donc j'ai pu commencer puis de fil en aiguille, en fait, comme ça, j'ai commencé à mettre ça en histoire, en images. Et je crois que j'ai commencé vraiment à créer mes propres histoires. J'étais grand ado, j'avais 16-17 ans, un truc comme ça. Après, j'ai pensé en faire un métier que quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, dans cette période-là, il a fallu apprendre un tas de choses. Il y a eu des rencontres aussi qui m'ont aidé. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai rencontré les premiers fans de manga autres que moi, parce que moi, j'ai grandi dans l'Isère. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore Internet. Donc forcément, pour avoir des infos, pour apprendre à dessiner et compagnie, on ne pouvait pas se dire je vais me connecter sur YouTube et choper des tutos. Ça n'existait pas. D'ailleurs, un tuto, on ne savait pas ce que c'était. YouTube n'existait pas. Donc
ça a été un peu long à mettre en place. Donc c'est sur Paris seulement que j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont donné des méthodes de dessin, d'anatomie, de mise en page. Les premiers éditeurs, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon premier appartement qui était juste derrière le local d'un éditeur qui venait d'être récompensé à Angoulême à l'époque. Donc j'ai pu passer les portes avec le petit dessin et puis on m'a dit « Ouh, c'est moche ce que tu fais, on va donner quelques conseils ». Ça m'a fait du bien à l'ego, hein. Ça m'a appris un peu de modestie. Et puis après, j'ai rencontré aussi les autres fans de manga, donc j'ai découvert tout l'univers de la Japanimation, les premières conventions, les tout débuts de Japan Expo, pour vous dire. Je crois que quand j'ai fait mon premier Japan Expo en tant qu'amateur, ça devait être le 2e ou le 3e, il y avait genre 10 000 visiteurs. Non, même pas, je dis même pas à 5 000. Alors qu'aujourd'hui, c'est 50, 60 000, donc voire bien plus que ça encore, je ne sais plus où ils en sont, tellement ça monte. Donc voilà, donc ça a été un long processus d'apprentissage en fait, par des rencontres, de la reproduction de dessins, des petites choses à droite à gauche que tu apprends, tu progresses, et puis encore aujourd'hui, je progresse encore régulièrement. En gros, tous les 6 mois, je me dis, ce que je fais, c'est tout pourri, il faut que je progresse, et j'essaie de réapprendre, de me remettre en question, de refaire. Bon, c'est toute une accumulation d'expérience, on va dire. Par contre, j'ai pas fait de formation où on m'a appris à faire de la BD ou du manga, quoi. On continue ? Combien de temps faut-il pour créer un manga, une BD? Alors c'est long. Pour une BD ou un manga que vous lisez en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure au mieux si vous prenez votre temps, nous on travaille environ 8 mois dessus. Une BD classique de 46 pages, c'est entre 6 et 8 mois. Donc là je compte le dessin, donc il faut rajouter la couleur, éventuellement l'écriture du scénario qui va avec. Le manga, si on bosse vite, c'est pareil 6-8 mois, voire 1 an, parce que c'est quand même... Alors d'accord, il n'y a pas les couleurs, par contre, il y a beaucoup plus de pages, donc c'est à peu près le même temps de travail. Quoique, je trouve quand même que le manga, c'est un peu plus exigeant. Mais vous comptez en général bien 8 mois de travail sur une moyenne, quoi. Quand ça dépend. Il y a des mangas de 160 pages, il y en a qui en font 300, donc ça va varier. Mais en moyenne, on va dire entre 6 mois et 1 an pour être large. Quel est votre manga préféré? Moi, c'est Dragon Ball. C'est rapide. Enfin, si on prend les grands anciens, je sais qu'il y a la team One Piece, team Dragon Ball, team Naruto et compagnie. Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball. Les Chevaliers du Zodiac, Saint Seiya maintenant, mais ce qui a le plus marqué mon travail, effectivement, en termes de graphisme, c'est Dragon Ball. Quand on voit mes dessins, je pense que vous en avez peut-être vu un petit peu. La patte, elle ressort facilement. C'est des codes que je remploie facilement. J'aime bien les mangas d'aventure. J'aime bien la bagarre, j'avoue. Donc, voilà. Bon, j'avoue, One Piece, pour tout le talent que ça, j'arrive pas à accrocher. Ça fait des années que j'essaie de m'y remettre et je m'y remets, j'arrive pas à passer le premier tome, je rentre pas dedans, j'arrive pas. Énorme respect pour tous les fans, il y en a peut-être dans la salle, je sais pas, mais One Piece ça marche pas. Naruto, j'adore, par contre, je suis un gros fan. J'ai tous les tomes à la maison. Et dans les trucs plus récents, qu'est-ce que je lis en ce moment que j'aime bien? Il y a Free Run chez Kiun que j'aime bien, il y a Kaiju numéro 8, il y a My Hero Academia, One Punch Man. En ce moment, c'est un peu là-dessus. Voilà, à peu près. Donc, il y a pas mal de classiques d'aujourd'hui que j'aime beaucoup. Et puis après, il y a tout un tas de trucs. Il y a Full Metal Alchemist aussi que j'aime beaucoup. Plus ancien. Akira pour les gros classiques. Gun en cyberpunk. Il y a du choix, quoi. Mais bon, s'il fallait que j'en garde qu'un dans tout ça, ce serait évidemment Dragon Ball, quoi. Combien de mangas et de BD avez-vous créé? Combien de mangas alors, un manga, du coup, il n'y en a pas tant que ça, puisque... juste pour le contexte, en fait, ça a été très compliqué pendant de nombreuses années quand tu étais auteur français, donc non japonais, de faire du manga parce que les éditeurs ne voulaient pas faire de la création française. Les lecteurs ne voulaient pas lire quelque chose de quelqu'un qui n'avait pas un nom japonais parce que ça ne faisait pas vrai. Donc on est très peu à avoir pu depuis longtemps se mettre dans le manga vraiment à 100%. Alors il y en a. Il y a Renaud chez Dreamland notamment qui a fait ça depuis presque aussi longtemps que moi je fais de la BD. Donc au début j'ai fait beaucoup plus de BD avec un style de dessin japonais et c'est que récemment que j'ai pu faire du manga. Donc en BD pur et dur, j'ai dû en faire une bonne quarantaine, je pense. J'ai 2 grosses séries qui ont dépassé les 10 tomes, donc sur lesquelles j'ai fait Reflet d'acide et Wao, sur lesquelles j'ai fait mes armes, en fait, qui sont assez anciennes maintenant, qui datent des années 2008-2010 à peu près. Donc qui ont été les 2 grosses séries qui ont vraiment bien marché. Après, j'ai plusieurs plus petites séries en 4-5 tomes, comme un pour tous ici sur la jeunesse des mousquetaires. Il y a Steam Pop derrière, qui était ma première vraiment BD jeunesse. J'étais un gros éditeur, j'en ai fait 4 aussi. Sourire d'acier chez Glénat, j'en ai fait 2. Donc ça commence à faire pas mal de bouquins, mine de rien. Plus des petits trucs à droite à gauche qui sont un peu tombés dans l'oubli en cours de route. Parce qu'en 15 ans, on ne garde pas tout sur le devant de la scène. Et en manga, j'ai fait L'Île Berry qui est ici, donc que j'ai pas dessiné, que j'ai scénarisé par contre. Donc j'ai eu la chance de travailler avec un excellent dessinateur qui entre-temps a été récompensé au prix Tezuka au Japon, qui est un prix très très célèbre en fait pour les dessinateurs de manga, qui lui a sa petite carrière maintenant chez Ankama en solo, ça a l'air de bien cartonner. Donc j'ai un peu les boules de plus bosser avec lui parce que pour le coup, il était tellement bon en dessin que moi, je passe pour un amateur à côté. Et tout fraîchement, alors ça c'est un peu différent, j'ai fait Crispy 2052, alors c'est pas un manga de création, c'est un manga de commande. C'est un manga de pub, en fait, qui a été demandé par, on va dire, une grande chaîne de fast-food qui fait du poulet. Vous savez laquelle c'est?
voilà, qui avaient envie de se faire un petit ego trip là, avec leur campagne de pub de l'automne dernier. Ils voulaient faire un truc un peu orienté cyberpunk. Ils ont dit ouais, les mangas on kiffe bien et tout, les jeunes ils adorent, donc ça dirait pas on fait un manga. Donc on a eu la liberté pour créer l'histoire, pour créer les designs, tout ça. Mais par contre il y avait la contrainte qu'il fallait que de temps en temps KFC soit mentionné. Donc c'est des héros qui bossent dans un KFC, on veut leur piquer leur recette de poulet, puis après il y a toute une histoire derrière. Mais bon, là on est vraiment dans un manga de communication, c'est pas vraiment de la création. Voilà. Et on en est là. Actuellement, j'ai quoi? Je suis encore sur du manga de commande. Là, alors bon, ça va en surprendre quelques-uns. Là, sur le coup, je fais un peu le mercenaire. J'ai été embauché par une boîte d'édition qui est spécialisée dans le manga religieux chrétien. Ils voulaient faire un manga sur la vie de Jésus. Donc pourquoi pas, ma foi. Alors, moi, j'ai pas de parti pris à ce niveau-là, mais c'est que c'est une histoire qui n'était pas inintéressante. Il y avait un gros projet. Pourquoi pas vouloir, pour ceux qui sont dans la religion, apporter ça aux enfants de cette façon-là. Donc là, souvent, je travaille là-dessus. Voilà. Et puis après, j'ai des projets évidemment personnels en attendant. Et puis on verra bien. J'en ai un en BD, un en manga. On verra lequel je finis en premier, lequel on me signe en premier, parce que c'est encore un truc qui est compliqué. On en parlera éventuellement. Et voilà, on en est là, quoi. Donc ça commence à faire quand même pas mal de trucs, mine de rien. Voilà. Mais j'aimerais bien une grosse série qui se pose et que je puisse travailler pendant de nombreuses années sans que ça change. Mais le marché de la BD fait que c'est parfois compliqué de pérenniser une série. Voilà. Est-ce que vous comptez faire des animés? Alors, c'est pas vraiment moi qui vais décider ça. Le concept de faire un animé, donc de faire un dessin animé, soit à partir de son manga, soit une création propre, c'est un truc qui est prestigieux et très rare, et en fait, l'auteur n'a pas la main dessus. C'est pas nous qui décidons de faire l'animé, c'est vraiment, il faut classer. Alors, soit on est au Japon, soit on est en France, c'est pas du tout la même chose. Au Japon, l'animé, il peut avoir deux raisons. Soit la série a du succès sur papier, effectivement, on en fait une version animée. Soit on veut donner du succès à la série sur papier, donc on va faire un animé pour presque en faire la com, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Attaque des Titans, par exemple. Attaque des Titans, le manga, il décollait pas des masses. Puis ils en ont sorti un animé qui a cartonné dans le monde entier et qui a complètement fait exploser les ventes de mangas dans la foulée. En France, en général, c'est un truc qui passe sur l'animation, c'est une consécration. Alors souvent, c'est de la BD adaptée en format série pour les plus jeunes, et je trouve pas ça toujours très réussi. Genre la série Les Sisters qui est tirée de la BD, ou Les Légendaires, je trouve que la version animation, franchement, c'est pas ouf. Bon, mes gamines, elles adorent, mais moi qui ai connu les BD d'origine, j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois. Ou alors on a la transposition donc en animé au Japon. Ça, c'est le seul cas que je connais en France, c'est le manga français Radiant, qui a été transposé, qui a eu sa version animée, qui est là pour le coup fait dans les règles de l'art. Et je crois que Dreamland a un truc qui est en route aussi, mais je suis pas sûr que ce soit encore sorti. Mais c'est quand même très rare, et c'est pas l'initiative de l'auteur en fait. Déjà, il faut cartonner, il faut être bien mieux implanté que moi pour le coup. Ensuite, c'est l'éditeur ou un producteur, ou genre Netflix, compagnie, qui va être intéressé par mettre les billes sur la table pour pouvoir faire l'adaptation. Mais en fait, c'est pas nous qui décidons ce genre de choses. Alors, ce sera un kiff, clairement. Mais pour l'instant, il va falloir que je bosse encore un peu et que le succès veuille bien toquer à la porte un peu plus fort que maintenant, quoi. Avez-vous besoin des modèles pour dessiner? Alors maintenant, moins qu'avant, évidemment. Mais on va pas se mentir, on a beau avoir du métier, on sait pas toujours tout faire. Donc il m'arrive de prendre des références, soit d'aller faire un tour sur des sites comme Pinterest pour chercher de la documentation sur différents types de poses ou sur de l'inspiration pour des vêtements. Prendre de la photo pour certains types de décors aussi, pour avoir des choses, pour gagner un peu de temps aussi des fois, parce qu'on peut pas toujours tout créer de zéro. Puis des fois on a aussi le temps, justement le délai, c'est-à-dire que le bouquin il faut qu'il sorte à une date donnée, donc tu vas chercher des solutions aussi pour travailler bien, mieux, plus vite. Donc tu peux avoir recours, parce que quand j'ai des décors réels, par exemple si je trouve des photos sous le bon angle, je vais directement les prendre sur ma tablette et m'en servir en arrière-plan pour pouvoir poser mon dessin dessus directement, pour aller plus vite. Je saurais le faire sans, mais je gagne du temps. Sur les logiciels de dessin, on a par exemple des modèles 3D qu'on peut faire bouger de personnages aussi. Donc si vraiment on a du mal avec une pose, ou si on veut vraiment un truc bien spécifique, ou qu'on a une pose mais qu'on veut la mettre dans un angle un petit peu compliqué, eh ben on peut servir de ça pour gagner du temps aussi. Donc on prend de la référence. Mais par contre, c'est plus dans l'idée de gagner du temps sur des choses que je saurais déjà faire tout seul, que dans l'idée de faire des choses que je ne sais pas faire. Donc là, il y a cette logique de productivité qui est liée à la BD, à l'édition. Il faut quand même avancer, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je m'en sers. Ou quand vraiment je suis en manque d'inspiration sur un truc, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les idées toujours tout seul, donc il faut prendre des trucs pour aller jusqu'au bout de la démarche. La plupart des mangas que j'achète aujourd'hui, c'est pour mon plaisir de lecture, mais c'est aussi pour voir ce qui se fait, pour rester en contact avec ce qui plaît aujourd'hui, pour voir comment le milieu japonais évolue. Parce que si aujourd'hui je fais quelque chose comme Dragon Ball, si je ne m'appelle pas Dragon Ball, ça ne marchera pas parce que ça va paraître vieux, en fait. Alors que le manga a vachement évolué, donc il faut un petit peu intégrer ça. Moi, j'ai une touche très, très vieillotte dans mon dessin, parce que j'aime bien le manga des années 80-90. Mais encore une fois, même pour ça, il faut qu'on se documente, qu'on soit toujours au courant de ce qui se passe. Donc, on accumule toujours beaucoup de documentation pour rester à la page et garder le niveau, quoi. Parce que les petits jeunes, ils sont forts, quand même. Avez-vous trouvé un éditeur facilement? Non. Non, alors pareil, ça dépend beaucoup des projets.
On a beau beaucoup travailler et être plutôt bon dans ce qu'on fait, il y a des projets qui vont trouver éditeurs très facilement parce qu'il y a un truc magique dans le dessin qui fait que ça va être le projet que l'on va voir s'arracher. Et d'autres fois, il va falloir batailler un petit peu plus. Ça dépend aussi de ce que tu amènes derrière. Est-ce que le projet il a déjà une base marketing pour être vendu? Est-ce qu'il sort de nulle part? Est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que c'est novateur? Est-ce que c'est... Faut pas que ce soit trop novateur non plus parce que quand tu les fais... Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte comme ça. Mais pour donner l'idée, j'ai voulu commencer à faire de la BD professionnellement. J'avais 20 ans. J'ai trouvé mon premier éditeur, j'en avais 27. Alors, c'est pas toujours aussi long évidemment. Entre-temps, je fais des études de bio notamment. Mais il faut proposer des choses et des fois, effectivement, même quand tu as du métier, même encore aujourd'hui, tu as souvent des noms parce que l'éditeur il voit pas autant d'intérêt dans ton histoire que toi, ou il trouve que graphiquement ça colle pas à ce que tu veux raconter. Et tout simplement, pour un projet qui est accepté, qui sort en librairie, il y en a 40 tous les jours qui arrivent sur la table. Donc l'éditeur, il peut pas tout sélectionner, dire oui à tout. Donc parfois, le processus peut être un petit peu compliqué. D'autant plus compliqué si t'es pas connu, ou si tes derniers bouquins n'ont pas marché comme les éditeurs espéraient, parce que c'est con à dire, mais même si l'éditeur il adore ton projet quand il le signe, si jamais il ne se vend pas pour X raisons, qui ne sont pas forcément liées à la qualité du bouquin, il va être moins chaud pour te signer le deuxième. Même si tu t'es amélioré, même si et compagnie, il y a toujours cet aspect chiffre aussi qui peut jouer contre toi, alors qu'à l'inverse, un auteur qui fait un bouquin qui fonctionne, qu'il soit bon ou pas bon du point de vue de la profession, ça veut dire que la personne est connue, donc potentiellement ça va se vendre plus pour la suite, donc il va signer plus facilement. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont entrer en ligne de compte. Moi, dans mon cas, j'avoue, chaque projet, c'est un peu la bataille. Donc il faut que je me démène, il faut que je m'améliore, il faut que je propose des choses, il faut que j'innove, il faut que je reconvainque, parce que ma grande malédiction en BD, c'est de faire des bouquins qui ont des bonnes critiques, mais qui ne se vendent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc voilà, mon grand truc, c'est ça. C'est excellent bouquin, bon scénario, le dessin est bien, on attend la suite, super. Et les ventes, Et malgré ça, en fait, ça fait que du coup, c'est toujours un peu compliqué de re-signer derrière. Mais bon, je suis encore là, donc quelque part, j'ai plus de chance que d'autres. Mais il faut parfois s'accrocher un peu, ouais. À l'inverse, il y a des auteurs qui arrivent avec un projet, Giraud, quand il a fait son second projet, il a toqué en caméra, il a dit bonjour. Ils ont dit ok. Ça s'est vendu. C'est un gros succès, grosse communauté. Et pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui aura, à mon avis, jamais vraiment le problème de se voir batailler pour un projet. Mais ça, après, c'est un peu les règles du métier. À l'inverse, il y en a qui vont essayer toute leur vie avec des trucs qui vont jamais avoir un oui. Donc, moi, je me place au milieu. Je m'en sors pas trop mal encore. Avez-vous assez de temps pour faire des mangas et être prof? A priori, j'y arrive, donc ça va, mais c'est pas facile. J'avoue, quand j'ai les deux à la fois, vraiment à plein temps, c'est chaud. Genre cette année, j'avais pas prévu de faire d'enseignement parce que j'avais le fameux manga sur Jésus, qui est un truc de 300 pages, qui est assez costaud à faire. Et puis en cours de route, le rectorat, comme je suis remplaçant, m'a appelé en me disant il y a besoin d'un prof dans la ville où tu habites, à 100 mètres de chez toi, donc tu refuses pas trop un boulot qui est juste devant la porte, quand même. Et puis, moi, j'ai un peu de conscience professionnelle. Il y a des élèves qui sont plantés sans prof pendant X mois, j'ai envie de te dire, super professeur, tu vois, j'arrive. Donc j'ai pris le boulot, sauf que du coup là, j'avoue, j'ai le plein temps en SVT, plus le plein temps en manga, plus j'ai comme une famille, des enfants à m'occuper, j'essaie d'être présent pour tout le monde. Genre voilà, hier matin j'étais debout à 5h, j'ai fait la route pour venir vous voir, j'ai fait des rencontres toute la journée, le soir j'ai dormi 1 heure, puis après j'ai corrigé des copies, puis après j'ai fini une page de manga, tu vois. Et à 1h du matin je suis allé me coucher. Je recommence aujourd'hui, ce soir il faut que je rentre, demain il faut que je bosse, pareil les deux trucs, je reviens ici jeudi, donc en plus il y a ça au milieu. Donc ouais, je m'en sors, mais c'est chaud quand même. Voilà. Des fois, tu as envie de faire un truc pour ton temps libre, et puis du coup, tu sais que le reste va partir à la bourre. Donc je suis en retard en permanence, donc je cours tout le temps. Mais en même temps, comme j'aime ce que je fais, du coup, ça simplifie les choses. J'aurais un boulot à l'usine qui me plairait pas, ce serait un peu plus difficile. Mais là, effectivement, c'est quand même du plaisir, quoi. En plus, cette année, j'ai un collège où les gamins sont sympas, donc ça va, c'est cool. Suivant. Est-ce que vous avez fait d'autres sortes de livres? J'ai fait d'autres sortes de livres, genre des romans, des trucs comme ça, tu veux dire? Alors roman, j'aurais bien voulu, mais honnêtement, autant l'effort sur la bande dessinée, déjà j'y arrive à peu près, autant écrire 300 pages d'un bouquin d'affilée, j'ai pas encore réussi à trouver l'énergie pour faire ça. J'aimerais bien, franchement, faire du roman, ce serait cool, j'aime bien écrire, j'aime bien faire du scénario aussi. Mais dans la BD, tu vois, déjà, tu as énormément de boulot pour écrire un scénario, faire 3, 4, 5, 6 pages, préparer un dossier de BD pour montrer à l'éditeur ce que tu veux faire, pour qu'il te signe. Dans le roman, par exemple, il faut qu'il écrive tout au bouquin, sans savoir s'il sera publié à la fin. Donc, je ne veux pas bosser 2 ans sur un livre, dans le vent, comme ça, et puis avoir toute chance de me planter derrière. J'avoue, c'est une énergie que j'ai pas le temps de faire ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai participé à des illustrations sur des romans, pour le coup. Vite fait, des romans tirés d'un de mes bouquins, des toutes premières BD que j'ai fait. J'ai participé aussi aux mises en illustration de jeux de société, notamment, encore une fois, sur
La série Reflet d'acide, qui est un de mes premiers bouquins qui a bien marché. En fait, il y a un jeu de plateau qui a été fait, un jeu de société. Et donc là, par exemple, j'ai fait toutes les illustrations, des cartes de jeu, des plateaux, des dés, des trucs comme ça. Mais sinon, majoritairement, je suis quand même plus dans l'illustration, bande dessinée, manga, quoi. Je me suis pas trop étalé autour. Je réfléchis, il y a plein de trucs que j'oublie, mais qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Si, il y a quelques années, j'ai illustré toute une série toute une doc sur un hôtel-dieu, donc un ancien hôpital du côté de chez moi à Bourg-en-Bresse, là, qui allait fermer, donc ils voulaient faire tout un travail de culture là-dessus. Donc ils m'ont demandé de faire des illustrations sur l'histoire du bâtiment, par exemple. Donc, de temps en temps, je fais des trucs un petit peu annexes comme ça. Mais bon, majoritairement, je fais quand même surtout du dessin en bande dessinée ou manga. Avez-vous un atelier pour écrire et dessiner? Alors non, par contre, j'ai mon bureau. C'est-à-dire que tant que je vivais seul dans mon petit appart d'étudiant, de toute façon, il y avait avec moi, donc j'avais mon bureau dedans. Et dès que j'ai commencé à vivre en couple et donc on a eu plus de 2 pièces, j'avoue, j'ai fait OPA sur une des chambres pour dire ça c'est mon bureau et ça ne changera jamais. Donc en fait, d'abord les apparts puis les maisons, je me suis toujours débrouillé pour avoir une pièce à moi. Donc actuellement là j'ai un petit atelier en fait. J'ai un grand salon avec une pièce qui est semi-ouverte avec une verrière, donc comme ça je suis en contact avec la famille. Et dans cette pièce-là, il y a tous mes mangas, mes figurines, mes Lego, mes chevaliers de Zodiac, mes trucs divers et variés, et aussi mon bureau et mon ordi au milieu, quoi. Donc j'ai ma petite zone à moi effectivement. Où je peux étaler tout mon bazar et à la fois faire des BD et corriger des copies pour le coup maintenant. Quel manga ou BD avez-vous créé en premier et quel âge aviez-vous? Alors dans les trucs que j'ai fait, tu veux dire professionnellement ou juste pour mon plaisir à moi? Les trucs que j'ai édités, tu veux dire? Du coup, le premier manga que j'ai fait professionnellement, c'était L'Île Berry qui est là. Voilà, c'était celui-là, donc c'est pas si vieux. On l'a fait quand? Celui-là, c'était juste avant les pandémies, donc on a dû faire le premier en 2019, donc j'avais 39 du coup. Sachant que ma première BD, par contre, j'en avais 28. Donc il s'est passé un peu de temps entre les deux. Et si on veut être totalement honnête, au début de ma carrière, j'ai peut-être scénarisé des parodies de manga sous un nom d'emprunt. Donc bon, s'il fallait bien manger, et ça, c'était autour de 2008, 2009, je crois. On a fait des parodies sur Naruto, sur Death Note, des choses comme ça. Et c'est peut-être moi qui avais prêté ma plume derrière pour écrire tout ça. Mais c'est un secret bien gardé. Voilà. Dessinez-vous en couleur ou en noir et blanc? Avec quoi dessinez-vous? Alors moi, je dessine en noir et blanc. Enfin, la couleur, j'en fais un petit peu, mais c'est pas ce que je fais le mieux. Donc, quand j'ai une illustration à faire, ou par exemple, à Crispy, la couverture, c'est moi qui ai fait les couleurs ici. Mais de façon générale, je travaille surtout en noir et blanc parce que je maîtrise pas assez bien la couleur pour faire vraiment les mises en ambiance et compagnie sur un album complet. Donc, je travaille majoritairement en noir et blanc. Soit je travaille sur papier à la plume à l'encre de Chine, donc comme les mangaka classiques. Soit maintenant je travaille essentiellement sur tablette, donc sur un iPad Pro, donc il est là. Voilà, je travaille là-dessus. Là, il y a un dessin en couleur, voilà, par exemple. Donc ça, c'est le dessin de base est fait à l'encre de Chine, sur papier, je l'ai scanné, puis je l'ai mis en couleur. Voilà, puis après j'ai un logiciel en fait qui me permet dessus d'avoir mes pages. Et donc après je dessine, ça reste un stylo. Mais je travaille là-dessus parce que ça nous permet de faire un tas de trucs, notamment éviter tout le passage par le scanner et compagnie qui parfois fait perdre un peu en qualité au niveau du dessin. Ça permet d'avoir des outils pour faire les pages, pour faire les cases, pour faire les bulles, pour faire les textes, tout ça. Donc on gagne pas mal de temps. Donc je travaille beaucoup sur tablette maintenant. Mais dans tous les cas, c'est quand même en noir et blanc de base. Après, voilà. Dans l'absolu, je préfère travailler sur le papier, ça gratte mieux, c'est plus sympa. Mais c'est un peu plus contraignant, c'est un peu moins rapide. Donc du coup, je travaille quand même beaucoup sur la tablette maintenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un éditeur de manga arrête à la fin? C'est-à-dire arrête à la fin, tu ne voulais pas continuer, tu veux dire du coup? Alors oui, ça m'arrive en BD comme en manga. Le milieu le marché de la bande dessinée au sens large, il est très compétitif en France. Donc si ton bouquin, effectivement, il décolle pas, on va te laisser faire 2-3 tomes et on va te dire, a priori, ça prend pas, donc il faut que tu arrêtes. Donc soit tu trouves une fin rapidement, soit il n'y aura pas de fin. Ça m'est arrivé quelques fois. Donc L'Île Berry, par exemple, voilà, on avait prévu un petit cycle en 3 tomes, donc c'était quand même couvert que si on ne pouvait pas aller plus loin, il y avait a priori comme une fin. Mais effectivement, on m'a dit, voilà, tome 1, ça va, tome 2, ça va moins bien, tome 3, c'est sorti le jour du premier confinement, tu vois, donc autant dire que ça s'est pas vendu, parce que les magasins ont fermé le lendemain. Puis derrière, après le confinement, la série n'a pas repris du poil de la bête, donc il nous a dit, là, il n'y aura pas de tome 4, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme ça? Reflet d'acide, tu vois, c'est une série qui a très bien cartonné, le tome 1, on en a vendu plus de 30 000, c'était top, tu vois. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis vers 8, 9, 10, pareil, il y a eu des petits problèmes d'édition, de machin, donc là, on a vu que le nombre de lecteurs a commencé à descendre. Il nous aurait manqué 1 ou 2 tomes pour conclure la série, mais l'éditeur a préféré, sans négociation, en fait, arrêter là, parce que pour lui, c'était pas rentable. Donc des fois, malheureusement, t'as pas vraiment la main, parce que c'est eux qui décident sur ça. Donc soit tu as le temps de te retourner et d'anticiper une fin un petit peu speedée, mais bon, pour pas planter les lecteurs en cours de route, soit malheureusement, t'es coincé, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé. Après, il y a des séries que j'ai pu terminer comme je voulais,
Ou certaines, on m'a dit, bon, tu avais prévu 5, si tu pouvais finir en 4, ça serait mieux. Donc j'ai dû faire un tome 4 qui était un peu plus dense pour terminer quand même mes séries. Je n'aime pas les laisser sans la fin. Donc j'essaie en général de faire en sorte, soit que le tome il soit un petit peu auto-contenu, c'est-à-dire que même s'il y a des pistes pour la suite, l'aventure du tome en question, elle se termine correctement. Donc je finis rarement sur un truc qui est laissé en suspens à la fin d'un bouquin, histoire que si jamais ça s'arrête sans que j'ai mon mot à dire, et ben le lecteur ne soit pas trop frustré non plus, quoi. Mais en tant qu'auteur, c'est très désagréable, parce qu'on ne te laisse pas faire. Et après, à l'inverse, les dernières fois, je suis arrivé à des éditeurs, je leur ai dit, ouais, bah du coup, quand on fait une série, on ne sait jamais si on peut la finir, donc moi j'aimerais bien faire ce qu'on appelle du one-shot, donc tout contenu en un seul bouquin. On me dit, ouais, non, on fait des séries. Je fais, bah, vous faites des séries, vous les finissez pas, et on fait des one-shots, et vous ne voulez pas les faire, donc à un moment donné, comment on fait, quoi? Est-ce qu'on est condamné à faire des séries qui ne se terminent pas pour tout le monde? Donc c'est un petit peu compliqué des fois de savoir quoi faire. Donc souvent on part sur 2 tomes, 2-3 tomes, des séries, il y a des trucs assez courts pour pas être trop embêté. Mais voilà, faut pas non plus. Tu sais, quand tu signes un bouquin au début, tu pars pas en te disant je vais en faire 10 d'un coup parce qu'il y a peu de chances que ça arrive, quoi. Donc faut un petit peu anticiper. Mais c'est pas nous qui décidons. On a autre chose? Alors, est-ce que c'est important pour vous de transmettre votre métier ou votre passion? Moi je trouve ça plutôt sympa de pouvoir en discuter avec vous parce que c'est vrai que c'est un métier qui est finalement assez peu connu de l'extérieur. Donc là on a répondu aux questions, après je peux en parler un peu plus, je peux étaler un peu dessus, mais il y a un gros décalage entre ce qu'on perçoit quand on est lecteur, où on se dit ouais ça y est, le mec il a fait un bouquin, trop bien, il a réussi ce qu'il voulait faire, sûrement il a gagné des sous avec, ça y est c'est la gloire, c'est la fête, j'ai fait un livre, hein. Donc, moi aussi je vais être mangaka plus tard, trop bien. Et la réalité du métier est très différente. Donc en fait l'intérêt, bon, outre de répondre aux questions comme ça qu'on peut avoir sur un peu comment ça se passe au jour le jour, ça permet aussi de faire un peu les conditions de travail, et la réalité qui fait qu'en fait c'est un travail qui peut être très glamour au sens quand tu fais partie du 1% des auteurs qui cartonnent, qui peut être plus exigeant et plus proche d'un boulot classique, on va dire, quand tu es dans la moyenne des gens qui en vivent mais qui ne sont pas non plus riches à millions, c'est mon cas. Donc où tu fais un métier qui te plaît, mais c'est pas non plus ça qui va faire que c'est pas exempt de frustration, de déception, de travail acharné et de coups durs, on va dire ça comme ça. Et je suis moi-même mieux loti que la plupart de ceux qui ont, une fois de temps en temps, fait un bouquin et qui derrière, en fait, n'ont pas marché, n'ont pas eu le courage ou l'énergie ou le goût de continuer et qui ont basé toute leur vie sur l'espoir de faire de la BD et qui en fait maintenant se retrouvent à faire des jobs malheureusement qui leur plaisent moins parce que ils n'ont pas eu la chance comme moi par exemple d'avoir quand même pu négocier un trajet d'études qui me permet de faire aussi prof à côté qui se trouve être un boulot que j'aime bien. Mais voilà, c'est surtout ça en fait, faire comprendre comment se passe le quotidien de l'auteur. Tout n'est pas que Strass et paillettes, on n'a pas tous fait Dragon Ball, Titeuf et puis d'autres séries comme ça ou les légendaires qui ont pris le temps de cartonner, qui ont eu les bonnes conditions pour fonctionner, qui maintenant sont des institutions qui fait que, bien sûr, quand tu es auteur et qu'à chaque bouquin que tu sors, t'en vends entre 100 000 et 1 million, ça fait autant d'euros sur ton compte chaque année, c'est pas malheureux. Hein, un Titeuf qui sort, c'est 2 ou 3 millions d'albums vendus, Zep, il est tranquille. Maintenant, il peut se faire des projets plus pour adultes qui marchent beaucoup moins. Hein. Dans l'absolu, ça a été des bons scores de vente, hein, c'est quand même Zep, mais rien à voir avec un Titeuf parce qu'il a eu ce truc-là avant. Les légendaires, c'est pareil. Patrick, que je connais bien, il a démarré assez modestement, mais on lui a laissé le temps à l'époque parce que le marché de la BD 15 ans en arrière était quand même un peu plus libre qu'aujourd'hui. On lui a laissé le temps d'installer sa série, elle a été soutenue, elle a été poussée. C'est une des premières BD qui avait un style manga vraiment, voilà. Donc il a fallu les 4-5 tomes qu'il a pris pour que ça décolle et que ça s'impose comme c'est devenu le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as plus ce temps-là, donc c'est pareil. Par contre, quand Patrick fait un bouquin maintenant, il vend entre 100 000 tomes d'un tome de légendaire. Il en a fait plus d'une vingtaine, plus des séries annexes et compagnie. Donc pareil. J'ai vu sa maison, il est tranquille. Mais ça, ces gens-là, c'est pas non plus. C'est un tout petit nombre d'auteurs. Après, tu arrives à installer une série, tu peux vivre correctement, mais bon, encore une fois, c'est pas beaucoup. Il y a les dernières études qu'on avait fait dans le milieu, parce qu'on s'était un peu posé la question depuis quelques années de voir un peu un vrai état des lieux de ce que c'est que le monde de la BD et du manga. Et en fait, on s'est rendu compte que plus de la moitié des auteurs vivent sous le seuil des pauvretés. Ils ne rentrent pas 1 000 € par mois, quoi. Donc, pour vivre avec ça, donc quand je dis 1 000 €, je suis large, c'est moins que ça. C'est compliqué. Soit on veut se donner intégralement à son art, entre guillemets, et on se contente de ça. Et si les projets ne sont pas pris, c'est le RSA, c'est le chômage, c'est les petits boulots et compagnie, le temps d'eux. Alors des fois, au bout de X années, ça devient payant parce qu'on trouve enfin le projet qui va exploser, mais souvent, c'est pas le cas. Donc toutes ces réalités-là, en fait, il faut l'avoir. Le travail seul à la maison, la capacité à se mettre au travail et pas forcément voir beaucoup de monde aussi. Tous ces trucs-là, c'est des choses que du point de vue du lecteur, on ne voit pas. Donc le travail, le temps que ça prend à faire, ce qu'on touche aussi sur un bouquin. Parce qu'il y a un livre qui est vendu 10 €, l'auteur il touche même pas 1 € dessus. Donc c'est pareil, même si tu vends 10 000 albums, en fait, t'as gagné de quoi au mieux vivre la moitié de ton année, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Donc il y a l'intérêt de la transmission aussi. Outre le fait de pouvoir montrer ce qu'on fait en dessin quand on est dans les ateliers, comme je fais un petit peu avec les autres classes cette semaine, il y a cette idée en fait, montrer vraiment ce que c'est que ce métier.
littéralement. Et ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué des fois. Quel est votre manga qui a été le plus vendu? Honnêtement, je ne saurais même pas te dire. Parce que chez Lilberry, il n'a pas marché des masses. Mais comme après ça, j'ai que le Crispy qui est lui un manga de com sur lequel j'ai pas encore les chiffres puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pas de même type d'objet, c'est pas très comparable en fait quoi. Donc sur la BD, je connais mes chiffres précisément. Sur Lilberry, je crois qu'on a dû en vendre 2 ou 3 000, un truc comme ça. Donc alors c'est pas mauvais, mais c'est pas un succès non plus. Hein. Les moyennes de vente actuellement dans le manga, elles sont quand même pas hautes la plupart du temps. Donc quand tu en vends déjà 2-3 000, t'es content. Mais pour installer une série correctement, il faut que ça stabilise autour on va dire, de 5 000 albums. Et que le tome 2 et le tome 3 continuent. Vendre beaucoup de tomes 1, c'est pas trop compliqué. Mais en fait, maintenir ça sur les tomes suivants, ça, c'est difficile. C'est pour ça que souvent les séries, elles démarrent. Tu vois, ça démarre bien. Tome 2, les gens sont déjà moins là. Tome 3, il y a encore moins de gens. Tome 4, il n'y aura pas de tome 4. Et donc, Crispy, je sais pas trop. Je sais qu'on en avait imprimé 8000 à l'époque. Donc, je sais pas s'ils sont tous vendus. Mais encore une fois, c'est un manga de communication. Donc, le but, c'était pas pour KFC de vendre des bouquins. C'est surtout que les gens voient qu'ils ont fait le bouquin. Donc, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, tu vois. Donc, après, voilà. Mais sinon, comme pour l'instant, j'ai pas d'autres bouquins. J'attends, on verra quand j'aurai fait quelques mangas de création à nouveau. Si je peux te répondre, on se revoit dans 10 ans, tu vois, je te redis où on en est à ce moment-là. Mais pour l'instant, je peux plus parler sur la BD parce que j'ai fait plus ce format-là que sur le manga lui-même. Et les mangas, pour l'instant, effectivement, les critiques ont été bonnes, mais les ventes n'ont pas suivi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Comment trouvez-vous les idées de vos histoires? Ça, c'est une bonne question. Elles ne sortent pas de nulle part en général. Souvent, c'est des choses qui vont s'accumuler tranquillement, un petit bout d'idée par-ci, un petit bout d'idée par-là, tu sais, que tu vas garder en arrière-plan dans ta tête. Alors, tu te mets pas devant ton bureau en disant aujourd'hui je vais écrire un blockbuster, bouge pas, je vais trouver une idée en sortant de nulle part. Souvent c'est des petites choses qui te tournent à droite à gauche, toi, parce que tu as envie, tu as lu récemment des choses qui t'ont fait plaisir, tu as envie d'aller un peu dans telle ou telle direction, ça va commencer à donner un petit peu un thème. Des fois tu as pensé à un personnage, tu l'as dessiné sur un coin de nappe et tu trouves qu'il est sympa et qu'il y a peut-être quelque chose à raconter avec lui, donc tu vas créer un univers autour. Des fois, c'est une idée qui passe par là, qui est lancée par quelqu'un, tu te dis tiens, mais en fait, c'est pas si con, peut-être que je pourrais développer un truc à partir de ça. Des fois, tu vas partir sur l'adaptation de choses qui sont déjà connues, donc là, du coup, tu vas plutôt te poser la question de comment je mets en image quelque chose qui n'a pas forcément été mis en image auparavant. Donc, il y a plein de processus comme ça, divers et variés, ça dépend un petit peu. Les bouquins que j'ai préféré faire, c'est qu'en général, j'ai une passion à un moment donné de ma vie, en fait, et que je vais me servir de ça, je vais m'appuyer là-dessus pour créer une histoire. Typiquement, un pour tous qui est ici derrière, est tombé à un moment où, alors moi, outre le fait que je fasse de la biologie, je suis aussi un gros fan d'histoire, au sens large. L'histoire de France, parce que j'ai grandi en France, mais l'histoire, même au sens mondial, c'est quelque chose que j'adore. Et il y avait l'histoire, j'adore les beaux châteaux, je fais de l'escrime. C'était l'époque où Les Trois Mousquetaires est sorti au cinéma, donc pas ceux de cette année, mais le film est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Que tous les 10 ans, il y a un Trois Mousquetaires qui sort à peu près. On y revient régulièrement, de toute façon. Et j'avais mes premiers contacts chez Delcourt à l'époque, et je me suis dit, D'Artagnan, c'est pas inintéressant, est-ce qu'on pourrait faire un truc, tu vois, donc j'étais un peu là-dedans. Puis du coup, c'est l'époque où je traînais beaucoup sur Wikipédia parce que je regardais un truc et je tapais Wiki, puis du coup, de lien en lien en lien, tu faisais 45 pages de Wikipédia plus tard, tu étais devenu plus intelligent. Et où j'ai découvert, entre autres, je le savais, mais je ne m'étais pas posé la question que D'Artagnan existait en vrai. Donc j'ai lu l'histoire du vrai D'Artagnan par rapport à celui du roman. Je trouvais ça encore plus intéressant que ce qu'il y avait dans le roman. J'ai dit, tiens, on pourrait parler de ça. Puis du coup, de fil en aiguille, on est parti d'un truc réaliste sur la vie d'Artagnan à son enfance, j'ai pas trop d'infos, il faudrait que j'invente un truc. Est-ce que je pourrais pas finalement mettre les autres mousquetaires dedans, mais dans ce cas, reprendre un peu d'histoire dedans. Enfin, tu vois, toutes les choses se compilent pour faire un truc qui se base sur des choses que tu aimes bien, mais que tu vas réinventer, réinterpréter en y mettant ta touche à l'intérieur, quoi. Donc voilà, pour les Trois Mousquetaires, ça a été ça. Lilberry, c'est parti d'un petit projet d'études à la base où je m'étais dit, tiens, si je prenais Dragon Ball, que je mettais ça au féminin. C'est ça l'idée. Je vais garder l'idée d'ambiance shield médiévale, je vais garder l'idée arts martiaux, je vais garder l'idée d'humour, je vais garder l'idée d'un personnage qui est spontané, qui est un peu naïf, mais qui est très puissant, et je vais garder le concept d'avoir une légende chinoise en arrière-plan que je réadapte dans un nouvel univers. Donc dans le cas de Dragon Ball, c'est le roi singe. Là, je suis parti sur le serpent blanc, qui est une autre légende, et à partir de laquelle, en fait, j'ai travaillé pour recréer un autre univers, ce qu'on appelle du background, donc une histoire de fond pour mon récit. Et ça a évolué, donc là, plutôt en reprenant des principes et en créant une histoire à partir de ça. Puis après, progressivement, ça prend sa propre identité, quoi. Et là, par exemple, pour mon projet du moment, ma passion du moment, plutôt, je me suis découvert un délire pour les croisières récemment. J'aime bien les gros bateaux. Donc je suis parti en croisière deux fois cette année pour découvrir ce truc-là. J'ai pris un gros kiff, j'adore ça. Donc vous avez vu ma chaîne YouTube sur la bande dessinée, j'en ai une deuxième qui parle que de croisière, par exemple. Voilà, sur laquelle je passe le plus gros de mon temps. On a passé 500 abonnés hier, je suis content, c'est cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un univers intéressant dans lequel je peux raconter des choses. Donc le truc là, on est sur un bateau, on y met des gens dedans, on met quelques drames familiaux, quelques drames humains, on mélange tout ça, on touille un peu.
et on voit ce qu'il en sort. Donc là, j'ai un début d'histoire là-dessus. Donc voilà, donc ça peut vraiment venir de plein d'endroits différents, les histoires. Est-ce que vous prenez dans un calmin des notes ou pas? En général, j'ai l'iPad sous la main en fait, et j'ai des fichiers qui sont ouverts régulièrement en fait, où j'écris au fur et à mesure ce qui me vient, ce qui me passe par la tête, et je mets à jour. Donc j'ai des V1, V2, V3, je rajoute, je cut, enfin ce que je pourrais faire sur papier dans l'absolu, sauf que j'ai pas besoin de raturer. Je fais des dessins à côté que je réintègre. En fait, j'ai toujours un pré-projet d'édition, en fait, un pré-dossier qui est déjà prêt, que je complète au fur et à mesure. Donc quand j'ai des idées de scénario, j'avance 2-3 pages en plus. Quand j'ai des pistes, j'y tiens, pistes générales, j'ai une petite section grand thème ou instant important, parce que je sais pas encore comment je vais agencer tout ça. Donc j'écris tout ça. Je fais des résumés, des synopsis, des fiches personnages, enfin, puis ça t'embrouille. Et puis progressivement, j'organise les idées un peu comme tu construis un exposé pour la classe, quoi. Tu fais des petites idées, tu construis un plan, et puis après tu étoffes au fur et à mesure, quoi. Donc c'est toujours un petit peu à droite à gauche en stand-by comme ça. Soit un dessin dans le carnet de croquis, soit directement dans l'iPad, en fait, où je vais tout compiler, quoi. Comme ça, j'ai toujours une vue d'ensemble de mon projet à mesure qu'il avance. Et si à un moment donné il avance plus, et que je suis arrivé au bout de l'idée et qu'en fait je peux pas l'emmener plus loin, donc généralement le projet finit par passer aux oubliettes, parce que avoir un synopsis, donc avoir une idée de base, c'est pas avoir une histoire. Vous pouvez demander ça à Netflix, hein. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de films, ils n'ont jamais les fins. Donc ils font plein de films tout pourris, avec des bonnes idées de départ, mais qui à la fin ils font pchit, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, qu'il y a une différence entre avoir une idée et faire une histoire, c'est pas la même chose. Bon, peut-être que j'ai une carrière de pitcher chez Netflix, ça pourrait être sympa. Parce que des idées, c'est pas ce qui manque, mais voilà, donc du coup, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place et qui finissent par retomber comme un soufflet, parce que j'ai pas su les emmener, quoi. Mais il faut explorer les pistes après. Voilà. Il reste des choses ou pas sur vos fiches? On a fait le tour de vos questions. Pourquoi aimez-vous faire du manga? Pourquoi est-ce que j'aime faire des mangas? Parce que j'aime bien les lire. Donc c'est tout bête, on a envie de faire ce qu'on aime consommer soi-même. Donc comme je disais tout à l'heure, j'aime faire de l'escrime, j'ai envie de raconter en BD, j'aime faire des croisières, j'ai envie de raconter en BD, et j'aime lire des mangas, c'est un format que j'aime bien en fait. La BD c'est cool, hein, c'est chouette, c'est des beaux bouquins, mais il y a une façon de s'exprimer, de raconter l'action, les émotions, de prendre le temps dans le manga en fait qui est assez différent. Donc c'est un format que j'aime bien. C'est un peu comme faire la différence entre un film pour la BD, tu vois, tu dois tout raconter, tu as plus de moyens, mais tu dois tout raconter en 2h30, et une série où tu as parfois des budgets similaires mais sur beaucoup plus longtemps, et tu as plus de temps de développer tes personnages, de prendre le temps, de faire des respirations, de faire des petites histoires en à côté, ce que tu n'as pas le temps forcément de faire en BD, tu dois aller plus à l'essentiel, parce que 46 pages ça passe vite, mine de rien. Donc le manga c'est une autre façon de raconter, c'est pour ça que j'aime ça aussi. Plus dynamique, c'est plus souple, donc c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une connaissance à vous donne une idée pour un manga? Sans le vouloir, peut-être. Ouais, peut-être sans le vouloir. Ouais, non, je sais pas. Une connaissance directement. Après, par exemple, c'est vrai qu'avec ma femme, on échange pas mal sur diverses choses. De temps en temps, dans la conversation, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on raconte, il y a des thèmes, des choses comme ça que je me dis, tiens, c'est intéressant à aborder. Il y a plusieurs des échanges sur ce que je fais dans le cadre de ma relation donc, avec ma femme, sur ce que sur quand je suis en train de travailler, des axes, des idées qu'elle me donne, ou des choses à aborder, ou des. Bon, des fois j'écoute pas. Donc après, elle me fait la tête, parce que j'ai pas tout pris en compte. Après, non. Ils ont plein d'idées, mais généralement c'est compliqué de cadrer ça pour en faire un truc, honnêtement. Ouais. Voilà, non, après, non, c'est plus des idées, des choses que je vais croiser. Sourire d'acier, par exemple, on n'en a pas ici sous la main, là. C'est un truc qui est venu d'une idée que j'ai trouvée sur Internet, en fait. Quelqu'un qui a dit, pas capable d'écrire une histoire sur une fille dans un monde post-apocalyptique qui a un appareil dentaire et qui essaie de se le faire enlever, mais comme tout le monde a disparu, il n'y a plus de dentiste pour lui enlever. J'ai lu le truc, j'ai fait ouais, chiche, vas-y, on essaye. Et en fait, en partant de ça, j'ai commencé à construire l'univers qui est devenu Sourire d'acier, qui est beaucoup plus dark que le projet d'origine qui était un peu farfelu. Et en fait, le truc est sorti de là, d'une idée que j'ai trouvée sur le net, comme ça, en mode vas-y, pas cap, quoi. Donc voilà, mais en direct, vraiment avec des gens autour de moi, pas sur des trucs que j'ai fait comme ça. C'est plus des idées perso, généralement, liées à mes lectures ou à ce que je vois dans le monde qui m'entoure, mais pas directement des gens qui m'ont soufflé une idée directement, quoi. Avez-vous déjà été démotivé? Environ tous les 3 jours. Ouais, non, c'est. Moi, j'ai des cycles en fait. Tu veux, il y a un moment donné, je me dis, ce que je fais, c'est tout pourri, tout le monde est meilleur que moi. Donc, j'ai les boules. Ou mon bouquin a été arrêté, comme ça arrive souvent. Ouais, de toute façon, passez-moi l'expression, je me casse le cul pour rien. De toute façon, tu bosses des mois et des mois, et puis tout le monde est enthousiaste, et puis tu vends ton bouquin, et puis après, personne n'en veut. Franchement, c'est nul. Faudrait que je fasse autre chose. De toute façon, j'ai tout raté. Voilà. Et puis après, en plus, quand tu vois d'autres personnes qui réussissent mieux que toi, forcément, ça fout les boules. Alors, t'es content pour eux, hein, mais comme t'es humain, t'as un peu la mort pour toi.
Donc tous les 6 mois, je suis démotivé. Et puis après, démotivé, je me dis, ouais, attends, bouge pas, je vais m'améliorer encore plus. Donc je fais des progrès. Je dis, ouais, c'est trop bien, j'ai trouvé un truc, ça y est, c'est bon, c'est parti, j'ai fait les progrès qui manquaient. Et puis vite, tu te rends compte que les progrès sont pas encore assez bons par rapport à ce que tu voudrais. Donc tu te redémotives, puis tu te remotives. Enfin, moi, je fais comme ça, tu vois. Tous les 6 mois, je fais de la merde. Tous les 6 mois, je suis un génie, quoi. Tu vois. Je tourne en boucle. Mais alors, c'est comme ça que je progresse, en fait, aussi. Hein, tu prends conscience de ce qui est pas suffisant, tu corriges, tu t'améliores, puis tu vois que tu peux aller encore un peu plus loin, tu te redémotives, tu te réaméliores. Et c'est comme ça que si tu regardes ce que je faisais à mes débuts et ce que je fais maintenant en dessin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Si tu te contentes d'être tout le temps content de ce que tu fais, bah, soit tu es un génie depuis le début, bah, tant mieux pour toi, mais du coup tu vas rester à un même niveau. Soit effectivement régulièrement tu es conscient de ce que tu fais, bah, tu peux faire mieux. Parfois ça fout un peu les boules, mais du coup tu te remets en question et puis tu avances, quoi. C'est le pire risque, c'est d'être content de ce que tu fais, de rester sur tes acquis et limite de régresser parce que tu deviens feignant, quoi. Donc là, c'est quelque chose, voilà, il faut toujours être conscient qu'il faut se donner à fond dans ce que tu fais. Tu peux pas faire de demi-mesure et te dire, oh, ça passe. Ça marche pas en SVT non plus d'ailleurs, je précise. Mais ça, voilà, il faut être conscient que tu as toujours mieux à faire. Tu peux faire mieux, voilà, tu peux aller plus loin. Donc, ça peut être démotivant des fois. Quand tu te rends compte que malgré tous les progrès que tu fais, tu n'arrives pas à arriver aussi loin que tu voudrais, ça fout un peu les boules. Voilà. C'est pas très radiophonique comme question, mais est-ce que vous pouvez nous montrer vos planches de manga? Ouais, je peux. Alors oui, je peux, parce que j'en ai quelques-unes sur papier, donc je peux vous montrer quelques petites choses. Un carnet de croquis, vite fait, puisqu'on y est. Le carnet de croquis, c'est l'ami du dessinateur. Donc là, comme je disais, je travaille beaucoup sur tablette, mais j'aime bien aussi quand ça gratte sur le papier. Donc j'aime bien revenir au dessin régulièrement. Là, il y a des recherches pour un projet, finalement, de manga qui n'a pas abouti parce qu'on ne s'est pas rencontré avec le scénariste et moi sur comment il racontait son histoire. C'est du dessin qui est terminé, donc c'est fait à la plume, c'est avec le même genre de qualité que ce que je fais sur une planche de finalisé. C'est pour ça que je vous le montre. Je ne sais pas faire un dessin au crayon et pas le terminer en cours de route, en fait. Donc systématiquement, presque systématiquement, je vais faire mes recherches, je vais ancrer, je vais finaliser. Qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans? Attendez, bougez pas. Donc là, c'est les recherches de mon manga perso en ce moment. Donc il y a l'évolution un peu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure le dessin que je vous ai fait voir sur ma tablette, derrière l'original qui est un peu plus loin par ici. Donc le personnage évolue en cours de route. Il cherche des styles. Là, il y a des croquis de planches, par exemple. Donc je pars de croquis comme ça, qui sont faits un peu à l'arrache. Chaque fois qu'il comprend ce qui se passe dessus, généralement, je les prends en photo, je les mets sur la tablette et je dessine par-dessus directement. C'est ce qu'on appelle du storyboard. Ah, ouais, on fait pour plusieurs pages. Plusieurs pages, et je cherche mon dessin, où est-ce qu'il y a ce dessin. Et est-ce que vous avez besoin de demander l'avis de la famille? Ouais, si, en disant, regarde ce que j'ai fait, c'est trop bien, tu kiffes pas, c'est pas grave, moi je kiffe. Voilà. Non, en général, on regarde ensemble un petit peu quand même, mais voilà le dessin. Voilà l'original du dessin que je vais faire tout à l'heure sur la tablette, donc le noir et blanc. Voilà, donc là où par rapport au dessin que vous avez vu au début, j'ai essayé de me réapproprier des choses et moderniser mon trait, et je pense qu'on est dans un truc qui n'est pas inintéressant, là. C'est bien, c'est intense, c'est classe, ça rend bien, donc j'espère qu'on va pouvoir garder ça sur les pages aussi. Donc voilà, donc le carnet de croquis, c'est l'ami du mangaka, pour faire des essais de style, d'ancrage et compagnie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois qu'on est un peu vers la fin là. Des pages finies. Voilà une sur papier pour le projet en question. Voilà une page de manga, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le papier typique que vous avez chez les auteurs japonais, c'est le papier délétère, c'est une marque qui est mondialement utilisée, c'est quasiment les seuls à faire ça. Il y en a quelques-uns en France qui essaient de faire pareil, mais le papier n'est pas d'aussi bonne qualité. Donc ouais, c'est un truc qui est marqué, il y a des petites règles bleues sur les côtés, comme une règle intégrée en fait, il y a les bordures pour ce qui va être découpé après, ce qu'on appelle le massicotage quand le truc est imprimé, la zone de sécurité en blanc où il ne faut pas mettre d'infos essentielles, et encore en milieu un petit pointillé, le cadre de base dans lequel le dessin va s'inscrire, dont on peut déborder si on a envie éventuellement pour l'action, ça dépend comment on fait. Donc là tout est sur le papier directement, on peut faire ça comme ça, on peut très bien acheter les bulles par la suite sur ordi, c'est assez variable ça. Donc, voilà. Là c'est de langue de Chine, mais je pense pas que je resterai là-dessus parce que le papier est trop lisse. Donc j'arrive pas à faire gratter ma plume comme je veux. Donc pour l'instant, pour ce projet-là, j'arrive pas trop à savoir encore où je me positionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est ce que je faisais en manga il y a 3 ans en arrière, donc c'est beaucoup plus statique encore. Donc j'ai dû travailler là-dessus pour l'améliorer. Donc je travaille sur ce logiciel-là, Clip Studio Paint, qui est ici. C'est payant, ce logiciel? Clip Studio Paint, ouais, c'est un abonnement par mois, c'est 10 ou 12 euros tous les mois. Mais il y a des équivalents gratuits qui existent. Donc, il y a Procreate qui est bien, qui se paye qu'une seule fois, je crois que c'est 10 ou 15 euros, mais une fois, après c'est à vie. Et il y a Krita qui est gratuit, je crois, donc il y a quelques trucs comme ça qui sont un peu équivalents. Clip Studio, c'est un peu la référence, donc c'est vrai que du coup, en payant, tu as des mises à jour, des nouveaux modèles 3D, tu as accès à tas de trucs. Donc là, vous avez la couverture pour mon projet sur les croisières, dont je vous parlais tout à l'heure, que je suis en train de travailler, qui n'est pas fini, il faut que je finisse tout le décor encore. Je reste projet BD pour l'instant, puisque je l'ai sous la main. Une grosse double page avec du gros paquebot. Voilà, donc là, il y a du boulot parce qu'il faut faire des fenêtres. Donc ça m'a pris du temps. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt pour le format BD. Qu'est-ce que j'ai sous la main que je peux vous faire voir?
Là, en ce moment, forcément, c'est le planche du manga sur la vie de Jésus parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est plus sage en mise en scène, c'est très carré. Donc on peut un peu moins s'amuser que sur du manga d'action. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc il y a du travail à l'encre, il y a les petits trucs en gris avec les petits points, ce qu'on appelle de la trame. C'est les niveaux de gris qu'on peut rajouter en arrière-plan. Il n'y a pas les bulles là sur celui-ci, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai fini hier soir par exemple. Et après, si on va chercher une planche de manga qui bouge un peu plus, une page manga bien complète. Donc là, c'est fait entièrement sur la tablette. Donc honnêtement, si je vous le dis pas, ça pourrait très bien être aussi bien fait à l'encre de Chine, on verra pas forcément la différence. Donc voilà, une planche qui bouge, voilà. Celle-ci, je l'aime bien. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble, quoi. Donc généralement, soit tablette, soit papier, selon les envies. Pour l'instant, je suis un petit peu à mi-chemin entre les deux. Mais tous les derniers bouquins que j'ai faits étaient sur tablette, quoi. C'est un peu l'outil de base, en plus ça me permet de me trimballer avec. J'ai commencé à faire ça quand j'ai eu des enfants, parce qu'entre 2 siestes dans la voiture, je devais me trimballer en bagnole pendant 10 ans pour qu'ils s'endorment. Et une fois que j'étais sur un parking, il fallait quand même que je travaille. Et les grands A3 à trimballer, c'était pas très pratique. Donc c'est à cette époque-là que j'ai investi dans mon premier iPad Pro. Ça m'a coûté un bras, mais ça s'est bien rentabilisé entre-temps. Et là, je viens de le changer pour un nouveau, parce que ça s'use. Hein. Donc 6 ans le bon loyau service, il fallait passer à quelque chose un peu plus récent. Tac, voilà. On est bon, on est sur le timing, on est pas mal. Bon, bah voilà, du coup, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, si j'ai satisfait votre curiosité, ça va? Ok, c'est bien de commencer la journée par ça, maintenant il faut aller travailler pour de vrai. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses, que ça vous a fait plaisir d'être là. En tout cas, moi, c'était cool pour moi. Et puis, n'hésitez pas, via les réseaux sociaux, si vous avez d'autres questions et compagnie, a priori, vous savez vous me contacter, donc vous n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, c'est bon pour moi, je vais vous libérer. Et puis, merci à vous. Mosaïque. Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale. S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, plonger dans les influences. Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble. Mosaïque. C'était la deuxième partie du reportage sur InfoRC. Merci à Fabien Dalmasso, auteur de BD et de manga. Bravo aux élèves de 5e du collège de Jastre d'Aubenas pour toutes leurs questions.